Fabri- Fabrication et usage de faux. La visite du 8203. La jeunesse ouvrit une boîte de Pandore. Deux morts au moins vivaient dans cette cache. Karl Leclerc, décédé 6 mois tôt, et sa fille, Julie Sange, noyée au Mexique en 2001. Cela n'avait nullement empêché ces deux fantômes de continuer d'acheter des tas de trucs, de consommer à outrance et de se divertir comme si la vie était un carnaval perpétuel. Le nombre impressionnant de cartes de crédit retrouvées sur les lieux laissait planer une odeur de fraude. La plus troublante de ces découvertes concernait Julie, décédée 9 ans plus tôt avec son mari, Thomas Sange. Deux coupures de journal mexicain retrouvées dans l'appartement en témoignaient. Elle était revenue à la vie 2 ans plus tard. Le scénario était sensiblement le même pour Karl Leclerc. Malgré son décès, sa carte d'assurance maladie, son permis de conduire et ses cartes de crédit étaient encore en circulation. Brigitte Leclerc, celle-là même qui était dans le coma à l'unité de soins intensifs de l'hôpital Saint-Luc, avait donc deux morts comme colocs. Cela faisait un joli trio. La perquisition du logement de la rue La Jeunesse se prolongea jusqu'en soirée, si bien que la réunion de 21 heures rue Saint-Antoine commençait en retard. C'est Corriveau qui arriva le premier, tout essoufflé. O'Leary suivit 2 minutes plus tard, se plaignant de la pagaille qui régnait dans les rues à cause du mauvais temps. Ce n'est pas ici qu'on devrait être, lança Corriveau d'entrée de jeu. C'est sur la rue de la Jeunesse. On y a passé 4 heures et on n'a fait que gratter le vernis. Il n'est pas dit qu'on pourra y retourner avec cette merde qui nous tombe dessus. Contrairement à ce que les météorologues avaient annoncé, le temps chaud s'était maintenu à la tombée de la nuit. La pluie verglaçante avait continué de tomber, transformant la ville en une véritable patinoire. Le spectre du grand verglas de 1998 planait, mais Jérôme n'en avait cure. Toute la journée, il avait mené son enquête en circulant par les voies souterraines sans se soucier de cet inconvénient. S'il fallait retourner chez Karl Leclerc, on trouverait bien le moyen de s'y rendre. Il ne s'en laisserait pas imposer par O'Leary et Corriveau pour un détail comme celui-là. Pour l'instant, ça se passe ici, trancha-t-il, implacable. Blanchet aussi avait retrouvé la trace de Karl Leclerc et de Julie Sange, même sans mettre les pieds rue de la Jeunesse. Tout en pianotant sur le clavier de son ordinateur, elle attendait le moment de faire ses révélations. Larry la devança en lui vidant sous le nez une grande enveloppe brune. Il fit des objets qui en tombèrent 3 piles distinctes qu'il montra une à une du doigt. La première concerne Karl Leclerc, la deuxième Julie Sange et la troisième Brigitte. Mais on a peu de choses sur elle. C'est comme si elle n'existait pas. Et qu'est-ce que tu as relevé dans ces papiers? S'enquit Jérôme. Carte de crédit reçue. O'Leary se tourna vers Blanchet. Il serait intéressant de voir si ça recoupe ce que tu as trouvé. L'enquêteur prit quelques reçus au hasard dans la première pile et les compara à ce qu'elle avait trouvé dans les banques de données. Des fantômes se cachaient effectivement dans l'appartement de la rue La Jeunesse, mais c'étaient les mêmes qu'elle avait débusqués dans le superespace. Jérôme se lassa rapidement de ce petit exercice comptable. Avec cette preuve qui semble accablante, on se demande pourquoi on a laissé tomber les accusations de fabrication et usage de faux juste avant l'audience. C'est étrange quand même. Blanchet s'empressa de récapituler. Les accusations de fabrication de faux ont été portées beaucoup plus tard. À la garderie où elle travaillait, une plainte a été déposée contre Julie Sange. Elle baisait avec le directeur qui lui accordait des passe-droits. C'est comme ça que tout a commencé. Puis l'affaire a traîné devant les tribunaux pendant 4 ans. Mais est-ce que c'était de la prostitution? Ils baisaient ensemble, c'est tout. Jérôme sourcilla. La jeune femme ne cessait d'employer le mot baiser, ce qu'il trouvait vulgaire. Dans les procédures menant à l'audience de ce matin, on s'est rendu compte que Julie Sange n'était pas celle qu'elle disait être, précisa Blanchet. On a simplement conclu à une erreur sur la personne. Voilà apparemment pourquoi les accusations sont tombées.
O'Leary semblait ennuyé par les allégations de Blanchet. Il avait trouvé les preuves suffisantes pour porter des accusations de fabrication et usage de faux, et même la preuve que Julie et Brigitte étaient la même personne. À quoi bon de se creuser les méninges dans cette salle de conférence alors que les réponses se trouvaient là-bas? Il serait intéressant de savoir, fit encore Jérôme, si Julie ou Brigitte, enfin peu importe, si la suspecte savait ce matin que ces accusations de fabrication et usage de faux étaient tombées. Et la greffière pourrait sans doute nous le dire. Jérôme se tourna vers Corriveau qui hochait la tête, dubitatif. L'idée d'une nouvelle conversation avec Sonia Roff ne l'enchantait guère. C'était une tatillonne, et les tatillons mènent souvent vers de fausses pistes. Comme O'Leary, il n'avait qu'une envie, retourner dans l'appartement de la rue La Jeunesse. Mais Jérôme s'entêta à de les garder autour de la table le plus longtemps possible. Je suis allée rendre visite à Brigitte Leclerc à l'hôpital. Elle va s'en sortir. Avec un peu de chance, elle nous dira ce qui s'est passé. Mais on ne peut pas compter seulement là-dessus. Ça pourrait être long. Il faut continuer à chercher. Tout le monde autour de la table avait perçu le tremblement dans sa voix. Un écart qui surprit Jérôme lui-même. Il chercha aussitôt à se ressaisir en empruntant les manières de Linda, ce qui fit sursauter l'enquêteur Blanchet. Autre chose, il faut savoir comment Gilbert Bois, qui faisait l'amour avec une de ses employées, s'est retrouvé témoin dans cette affaire. Qu'est-ce qu'on sait de lui? Qui est cet homme? Un gars irréprochable jusqu'à ce qu'il soit remercié de ses services, répondit Blanchet. Marié, père de 2 enfants, bungalow dans un quartier paisible sur la rive sud. J'ai cherché partout, je ne trouve rien. Il y avait une pointe d'ironie dans sa voix, comme si elle doutait de l'innocence véritable du témoin. Les gens aussi lisses, aussi irréprochables, ne se font pas descendre dans une salle d'audience du palais de justice. Gilbert Bois devait bien avoir quelque chose à se reprocher. Il n'y a que son bilan de santé sur lequel je n'ai pas mis la main, pensa-t-elle avec fierté. Trouve-le. Du coup, Jérôme se mit à mitrailler comme un soldat engoncé dans une tranchée. Oui, je veux que tu ailles jeter un coup d'œil chez l'avocat. Il s'appelle Brown, Denis Brown. Il habite un condo au bord du canal de la Chine. Tu défonces la porte s'il le faut. Tu as l'habitude. Le principal intéressé s'était redressé sur sa chaise. Il allait répéter que c'était la jeunesse que ça se passait, mais Jérôme ne lui en laissa même pas le loisir. Tu y vas maintenant. Il continua d'aboyer, mais en direction de Corriveau cette fois. Toi, Corriveau, tu retournes rue La Jeunesse. Je te rejoins plus tard. Jérôme ferma son ordinateur et rassemblait ses affaires. La rencontre avait duré 12 minutes chrono. Une formalité, en apparence, mais qui lui avait permis, en l'absence de Linda, d'asseoir son autorité. Chacun savait ce qu'il avait à faire. Ses derniers mots furent pour Blanchet. Et toi, tu continues de creuser dans les bases de données. Tu trouves tout ce que tu peux sur le père et les 2 filles. Quand tu as quelque chose, tu me l'envoies par courriel. Mais tu arrêtes à minuit. Demain, j'ai besoin de toi très tôt. Et si je n'arrête pas à minuit, qu'est-ce qui arrive? Fit-elle en le défiant du regard. La salle de conférence s'était vidée. En tenant tête à O'Leary et surtout en le séparant de Corriveau, Jérôme avait marqué des points. L'air arrogant de Blanchet n'allait tout de même pas lui faire perdre son sang-froid. C'est gros. 4 victimes, dont un juge assassiné, en plein tribunal. L'enquête risque de s'étaler sur plusieurs jours et il faut économiser nos forces. Alors on marche ensemble ou on ne marche pas du tout. Radouci Blanchette murmura. Il y a un truc que je n'ai mal dit et que j'aimerais bien vérifier avant de partir. Ça pourrait prendre du temps. Un truc? Fit Jérôme en glissant son ordinateur de sa sacoche. Elle avait le regard insistant. Maintenant que les 2 autres étaient partis, il pouvait se permettre de l'écouter. On a très peu de choses sur Brigitte Leclerc après sa sortie de prison. C'est comme si elle avait cessé d'exister. Il y a 2 ans, elle est réapparue tout d'un coup. Brigitte a fait une demande de pardon en bonne et due forme à la Commission des libérations conditionnelles. Il n'y avait plus la moindre forme de contestation dans le ton de Blanchet. En l'absence d'O'Leary et de Corriveau, elle était redevenue l'enquêteur appliquée et consciencieuse qu'il avait rencontré pour la première fois le matin même.
Elle s'est vue refuser cette demande de pardon. Et l'année dernière, elle est revenue à la charge et rebelote, nouveau refus. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Alors, il faut savoir. Le ton sec de Jérôme la perturba. C'était la deuxième fois qu'il lui répondait aussi froidement. Il se rendit compte que sa lèvre supérieure tremblait. O'Leary et Corriveau étaient peut-être exécrables, mais eux, au moins, ne mêlaient jamais les émotions au travail. Pas plus que Linda, d'ailleurs. Blanchet devait en faire autant. Aux homicides, avoir la larme à l'œil, c'était faire des caprices. Continue de fouiller, poursuit-il. Je veux tout savoir. Le bulletin de santé de Gilbert Bois, pourquoi on a refusé le pardon et ce qu'elle a fait pendant toutes ces années où elle se faisait passer pour sa sœur. Blanchet s'était ressaisie et pianotait avec agilité sur le clavier de son ordinateur. Jérôme avait-il imaginé ce moment d'émotion ou s'était-il réellement produit? En fait, il savait peu de choses sur cette jeune surdouée qui s'était fait remarquer à la SCS. Il aurait aimé en savoir plus. Si je trouve quelque chose, je le fais suivre, lança-t-elle en évitant son regard. Jusqu'à minuit, après tu dors. Jérôme quitta l'édifice de la rue Saint-Antoine par le sous-sol en se demandant s'il n'avait pas été trop cassant. Avec O'Leary, il fallait crier. Même combat avec Corriveau. Avec Blanchet, c'était peut-être différent. Tout était dans le dosage. Pour l'instant, il semblait l'avoir mise à sa main, mais il devait rester prudent. À l'instar de Brigitte Leclerc, la jeune recrue avait peut-être ses secrets elle aussi. Une fois encore, Jérôme emprunta le corridor souterrain menant au palais de justice, mais plutôt que de bifurquer vers le métro, il se dirigea vers les bureaux de la sécurité. Un agent du nom de Montreuil lui confia les bandes vidéo qu'il avait demandé à voir. Le gardien avait mis toute la journée à découvrir par quelle porte Brigitte Leclerc était entrée au palais de justice ce matin-là. On ne le voyait sur aucun enregistrement de sécurité, ni dans le hall d'entrée, ni devant les portes réservées au public. De guerre lasse, il avait consulté les bandes de sécurité provenant de l'entrée des magistrats du côté de l'allée des huissiers. C'est ainsi qu'il l'avait repéré. Mais comment diable a-t-elle pu passer par l'entrée des juges, sans qui Jérôme? Certains avocats obtiennent une autorisation pour leurs clients. Comment dire? Leurs clients les plus susceptibles. Susceptibles, répéta Marceau. Il n'était pas certain que ce mot soit le bon, mais il devinait que Montreuil cherchait à dire. L'homme assez corpulent devait transpirer beaucoup. Pour camoufler le problème, il s'enduisa d'antisudorifique, si bien qu'un parfum d'après-rasage flottait constamment autour de lui. Il poursuivit de sa voix lente. Je me suis informé. C'est son avocat, Medbone, qui en avait fait la demande hier soir. On lui a accordé cette autorisation sans poser de questions. Cette dérogation aurait été indiquée si la presse et les médias avaient été aux trousses de la jeune femme. Mais ce n'était pas le cas. Cette obscure affaire de fraude, devenue une banale histoire de prostitution, n'intéressait personne. Jérôme expédia les bandes et une copie de la page du registre aux homicides, puis consulta le plan souterrain de la ville sur son ordinateur. Le 8203 La Jeunesse était à 2 pas de la station de métro Jerry. Hydro-Québec avait des installations dans ce coin-là. Un poste de relais qui, selon son plan, justait la rue La Jeunesse. On y accédait par un vaste couloir à partir des locaux d'entretien de la station de métro Jarry. Pour ne pas subir la tempête qui continuait de faire rage, il empruntait cette route. Tant qu'il restait en-dessous, tout ira bien. Avec un peu de chance, il arriverait sur les talons de Corriveau. Il décida de prendre une bouchée en cours de route. Il ne s'était rien mis sous la dent depuis les tomates à l'avocat de sa mère. Il attrapa un sandwich vietnamien à un comptoir en mâchouillant les feuilles de coriandre tout en prenant ses messages sur son portable. Sa mère menait la charge, mais il repoussa l'écoute de ses messages. Il était moins insistant d'habitude. Il avala une bouchée de pain en cherchant à l'oublier. Longeant un corridor du métro Jarry, il sortit une carte magnétisée de l'impressionnante collection qu'il traînait avec lui dans une pochette de sa sacoche. Elle lui permit d'ouvrir une porte non identifiée et sans poignée, qu'il connaissait bien pour l'avoir souvent utilisée. De l'autre côté, un tunnel menait droit aux installations d'Hydro-Québec.
Ce poste de répartition qui alimentait le quartier en électricité était un véritable bunker. De l'extérieur, rien ne paraissait, mais à l'intérieur, cette forteresse souterraine était vaste et imposante. Un type de la sécurité sortit de son bureau pour l'accueillir. Dès qu'il le reconnut, il retrouva le sourd. Enquêteur Marceau, il y a un moment qu'on ne vous a pas vu dans le secteur. Jérôme n'arrêtait pas pour discuter. Le gaillard s'appelait Tony et il veillait sur les lieux avec deux collègues qui semblaient sur les dents. La tempête n'augurait rien de bon. Les chutes de pluie vers le sens avaient déjà laissé une épaisse couche de glace sur la ville. Les arbres commençaient à tomber et on signalait des pas. Un des deux agents qui étaient rivés aux écrans de surveillance se retourna. Il avait un sourire en coin. On vous a vu à la télé. Le juge qui a été descendu, renchérit Tony, c'est vous qui êtes sur le cas. Jérôme opina de la tête. Il refusait d'en dire plus, mais il ne voulait pas se les mettre à dos. Il allait peut-être avoir besoin de repasser par là dans les jours à venir. D'après mon plan, vous avez une sortie sur la rue La Jeunesse vers les 8 000. Oui, oui, c'est là que vous allez. Venez, je vous accompagne. Ce Tony était un bon beau. La cinquantaine avancée, un pied déjà dans la retraite et l'autre juste derrière. Il n'arrivait pas à expliquer comment une pareille fusillade avait pu se produire au palais de justice sans que personne n'intervienne. Un juge assassiné en plein tribunal, c'est inconcevable. Jérôme écoutait ses doléances en traversant le poste de répartition. L'endroit était particulièrement bien entretenu. Même la nuit, les planchers et les murs de béton peints de couleurs claires brillaient. Ils grimpèrent un escalier en métal et s'arrêtèrent devant une autre porte sans poignée. Tony poinçonna un code et fit une ultime tentative. Comme ça, il y a une perquisition sur la rue La Jeunesse. Est-ce qu'il y a un rapport avec le juge qui a été descendu? Jérôme se garda bien de répondre. La question de Tony lui rappela le surnom qu'on lui donnait du temps qu'il travaillait à la SCS, la Belette. Et pas de doute. La belette du poste d'Hydro-Québec de la rue Jarry était toujours aussi frimeuse. Mieux valait en dire le moins possible. Cet homme répétait tout. Ce fut le froid qui eut raison de sa curiosité. Une forte bourrasque le secoua lorsqu'il parvint à ouvrir la porte donnant sur l'extérieur. Le vent s'était levé et la glace, en s'accumulant sur les arbres, rappelait de mauvais souvenirs. Ce n'était pas le moment de bavarder. En tout cas, si vous voulez repasser par ici, ne vous gênez surtout pas, fit-il en lui remettant sa carte. Jérôme lui rappela qu'il avait tout ce qu'il fallait pour entrer n'importe où, mais qu'il appellerait quand même dans le cas où il aurait à repasser. Reformant son anorak en serrant sa sacoche contre lui, il plongea dans la tempête en jetant un œil par-dessus son épaule. De l'extérieur, le poste de répartition était presque invisible. L'édifice sans fenêtre était entouré de conifères qui semblaient monter la garde. Ballotté par le vent violent, trempé par la pluie glacée, la capuche de son manteau enfoncée jusqu'aux yeux, Jérôme ne s'y retrouvait plus. Il se laissa guider par les phares des voitures de police qui montaient la garde devant l'appartement des Leclerc, rue La Jeunesse. Et là, tout à coup, il se trouva ridicule avec son petit bras et son anorak trop mince pour le blizzard qui faisait rage. Le doute s'empara de lui. Était-il à la hauteur de cette enquête? Et pourquoi là lui avait-on confié au fait? Pour qu'il se casse la gueule. Il le pensait depuis le matin, mais n'osait se l'avouer. On cherchait à le coincer, à le mettre sur une voie de garage. Mais cette tempête de merde s'était mise la partie. Une heure plus tôt, il s'amusait à jouer les dieux aux homicides. Il avait tenu tête à tout le monde pour montrer qu'il était le patron. Il avait poussé l'enquêteur Blanchet au bord des larmes. Mais qu'est-ce qu'il se sentait faible, tout à coup, dans cette rue balayée par la neige et seule. Affreusement seul. Il vacillait sur le trottoir lorsque soudain une porte s'ouvrit. Corriveau, le vieil enquêteur, dévala les marches de l'escalier extérieur et grogna en passant près de lui. Déjà, loin de ses corridors et de ses souterrains, Jérôme n'avait plus de repères. Du coup, il doutait de tout et de lui-même. Mais il avait tort de se remettre ainsi en question. Son passage éclair au palais de justice lui avait permis d'ajouter un as à son jeu. Un détail surprenant avait été porté à son attention. Brigitte Leclerc, alias Jouissance, s'était présentée à l'audition en passant par l'allée des huissiers. C'était Maître Bonne,
lui-même qui lui avait obtenu cette dérogation. Argument de plus pour légitimer le fait que Jérôme ait envoyé O'Leary passer au crible l'appartement de l'avocat devant le canal de la Chine. Rasséréné, il oublia son moment de faiblesse, grimpant les marches glacées, franchit le seuil du 8203 La Jeunesse. Corriveau n'était sorti que pour chercher une lampe de poche dans une voiture de police. Il revint très vite afin de poursuivre ses fouilles dans la cuisine, l'unique pièce apparemment habitée de ce vaste appartement. L'endroit avait quelque chose d'irréel. On aurait dit un bazar ou encore une gigantesque braderie précipitamment repliée vers l'intérieur pour cause de mauvais temps. Des vêtements, des appareils électriques, des bibelots, des gadgets de toutes sortes étaient entassés, empilés, jetés les uns sur les autres dans un fouillis indescriptible. Plus déroutant encore, toutes les marchandises accumulées étaient à l'état neuf, encore dans les emballages d'origine. D'une pièce à l'autre, il devait y en avoir 7 ou 8. C'était le même topo, et ça se poursuivait au sous-sol, où il était difficile de circuler tellement le désordre était grave. Il s'agissait manifestement d'une cage de receleurs. Celui était sans âme. Jamais Jérôme n'avait vu pareil capharnaüm. Il en émanait une impression de vide, de gouffre. Pour avoir aperçu Brigitte Leclerc sur les écrans de sécurité du palais de justice et à l'hôpital, il était évident qu'une jeune femme aussi belle et aussi élégante n'habitait pas là. Elle n'était pas partie de cet endroit le matin même pour se livrer à une fusillade. Ni la puéricultrice, ni la prostituée. S'il s'agissait de la même personne, ne collait à ses murs, à cette absence de décor. Les hypothèses les plus folles couraient dans l'esprit de Jérôme. Brigitte, tout comme Julie, n'était peut-être qu'un écran de fumée, une illusion, si brillante qu'elle soit. Blanchet suivait peut-être de fausses pistes. Corriveau et O'Leary avaient bien raison de croire que la réponse à la plupart des questions qui se posaient se trouvait entre les murs de ce sinistre logement transformé en entrepôt. Jérôme s'installa devant Corriveau à la table de la cuisine. Celui-ci avait reconstitué les 3 piles de documents déposés en preuve un peu plus tôt au quartier général des homicides. De nouvelles cartes de crédit s'y étaient ajoutées, confirmant l'hypothèse d'une fraude à grande échelle. Des noms d'emprunt figuraient sur chacune d'elles. Leur multiplication exponentielle donnait le vertige. Depuis leur mort, fictive ou réelle, le père et la fille avaient flambé une fortune. Mais l'arnaque était complexe. Corriveau avait mis au jour ce qui semblait être une liste de fausses adresses et de fausses cartes d'identité. Celles-ci étaient toutefois si nombreuses qu'il ne parvenait pas à y trouver un sens. Il ne comptait plus les reçus pour les centaines d'achats. Comme un automate. Il se contentait de les empiler en se coin la tête. L'affaire était monumentale et il semblait impossible que Brigitte Leclerc, gissant entre la vie et la mort, à l'urgence de l'hôpital Saint-Luc, ait agi seule. Mais encore fallait-il le prouver. Trouver un quelconque indice dans cette montagne de dettes qui pût justifier cette façon de procéder. Jérôme décida de prêter main forte à son adjoint et se mit à déplier des factures en les examinant une à une. Les 2 hommes poursuivirent leur travail de moine pendant une bonne demi-heure sans échanger un seul mot. Plus il dépouillait ses reçus, plus Jérôme éprouvait de la sympathie pour Brigitte Leclerc. Elle faisait partie d'une mise en scène, croyait-il, d'un drame dont elle n'était pas l'unique responsable. Son instinct lui soufflait qu'elle ne méritait pas de se retrouver dans une position aussi fâcheuse. Plutôt que de nier ce malaise qui s'expliquait mal, il s'y abandonna un moment. Est-ce que pour cela qu'une adresse sur un de ses nombreux reçus attirait son attention? Parce qu'il cherchait à disculper Brigitte Leclerc ou parce qu'il cherchait à s'en approcher? Comment savoir? En regardant ce reçu de plus près, il annonçait d'une voix neutre. Ce n'est pas ici que nous allons le retrouver. Il y a une autre adresse. Corriveau redressa la tête et le dévisagea d'un air incrédule. Tu cherches quelqu'un, toi? Moi, j'essaie seulement de comprendre quelque chose à ce merdier. Brigitte Leclerc, elle n'habite pas ici.
Elle habite la tour nord des terrasses Crémazie, appartement 974. Il faut aller voir. Le montant des reçus qui passait à la loupe depuis bientôt une heure se situait entre 2 000 et 5 000 $. Corriveau cherchait une logique dans ses dépenses faramineuses, dans ses fausses identités et dans ses fausses adresses, mais il n'en trouva pas. Il y avait trop de monde, beaucoup trop de monde dans cette histoire. Il tenait à passer l'appartement au peigne fin avant de quitter les lieux. On ne pouvait pas laisser autant d'indices en plan. Corriveau écumait. Comment Jérôme, avec pour toute preuve le bon de livraison d'une pizza de 13,48 $, pouvait-il prétendre être sur la bonne piste? Parce que l'erreur est humaine, murmura-t-il en se levant et en glissant délicatement le reçu dans un sac de plastique. Il faut envoyer ça au laboratoire. Je veux savoir s'il y a des empreintes et à qui elle appartient. Là, Elron, faut que tu m'expliques. Qu'est-ce que tu veux dire par l'erreur est humaine? Après un moment d'hésitation, Jérôme choisit de faire confiance à Corriveau et lui avoua l'intuition qu'il avait eue. Les montants de tous ces reçus étaient élevés, très élevés même. En revanche, les adresses associées aux cartes de crédit qui avaient servi à faire ces achats étaient si nombreuses qu'elles ne pouvaient qu'être fausses. Cela ressemblait étrangement à une arnaque. Ces adresses avaient été volées ou créées de toutes pièces pour tromper, pour décourager quiconque chercherait la vérité dans ce labyrinthe de mensonges. Jérôme, au lieu de toute cette paperasse, avait mis la main sur un reçu pour une pizza de 13,48 $ avec une adresse de livraison. Le montant était si infime comparé aux autres qu'il ne pouvait s'agir que d'une erreur. Quelqu'un de bien réel habitait l'appartement 974 de la tour nord des terrasses Crémazie, avait été pris d'une fringale subite et s'était commandé une pizza. Cette personne aurait dû détruire cette facture, mais elle n'en avait rien fait. Elle avait sans doute mêlé aux autres par distraction. Tu délires, fit Corriveau en repoussant l'hypothèse du revers de la main. L'enquêteur s'entêta à éplucher les reçus, mais il se doutait bien, lui aussi, que l'appartement entrepôt, la jeunesse, n'était qu'une façade. Il y avait sûrement un autre nid ailleurs. Mais de là à quitter les lieux de la perquisition pour se rendre illico à l'adresse que Jérôme venait de découvrir. Cela lui semblait une idée complètement saugrenue. Elron est un excentrique, pensa-t-il en s'acharnant sur ses papiers. Cet indice n'était pas une raison suffisante pour lâcher la proie pour l'ombre, affronter la tempête dans le seul but de satisfaire un caprice de son supérieur était exclu. Jérôme cherchait des arguments pour convaincre Corriveau, mais il n'avait pas à se justifier ni même à s'expliquer. Le hasard avait voulu qu'il tombe sur cette adresse. Il n'avait qu'à aller seul aux terrasses Crémazie. C'était un coin qu'il connaissait bien de toute façon. Il avait beaucoup rôdé dans les sous-sols de ce grand complexe alors qu'il était à la SCS. On y accédait par le métro Crémazie, évidemment. Plusieurs tours d'habitation étaient reliées entre elles par un mal souterrain et des milliers de personnes transitaient chaque jour. Brigitte Leclerc aurait très bien pu habiter ce lieu anonyme où il était si facile de se perdre ou de se faire oublier. J'y vais, annonça Jérôme. Non, mais t'as vu le temps qu'il fait. Il ne prit même pas la peine de répondre. Si l'enquêteur préférait s'attarder encore un moment dans ce logement lugubre, eh bien, qu'il le fasse. Peut-être y trouverait-il quelque chose. Après, il irait dormir. Convaincu que l'affaire était classée, Jérôme se leva, prêt à partir. Le vieil enquêteur lui agrippa le bras en lançant sur un ton bourru. Très bien, j'y vais moi aussi. En fait, Corriveau n'était pas satisfait de ce qu'il avait sous les yeux. Rien ne collait dans cette papasserie. Il avait la curieuse impression de se faire mener en bateau, tandis que Jérôme téléphonait à Tony, le type d'Hydro-Québec, pour qu'il lui ouvre la porte du bunker. Corriveau prit le reçu de pizza dans son petit sac en plastique et en recopia l'adresse. Il donnait déjà des ordres aux agents qui étaient de faction à l'autre bout du logement. 2 voitures de police s'étaient garées dans la rue. Une course contre la montre venait s'engager. Tu passes par en dessous, fit-il encore. Jérôme eut tout juste le temps d'acquiescer que Corriveau était dehors.
Il voulait le prendre de vitesse, aurait-on dit. Aller explorer cette piste farfelue pour mieux le narguer par la suite. Il débarquait aux terrasses Crémazie dans un feu d'artifice de gyrophare et au son strident des sirènes, tandis que l'enquêteur-chef serait toujours coincé dans le métro. Mais c'était très bien ici. Jérôme n'en prenait pas ombrage. Faire transport à part lui convenait parfaitement. En entrant dans le métro, qui le mènerait une station plus au nord, Jérôme sortit son portable et vérifia ses courriers. Installé devant une grande fenêtre près des portes, il trouva un message de Blanchet laissé à 23h26. Un avocat de la couronne a été affecté au dossier. Il s'appelle François Sévigny. Il veut te rencontrer demain à la première heure. On se tutoie, si je me souviens bien. Tout compte fait, Jérôme aimait bien cette fille. 4 morts sur les bras au premier jour de boulot et elle avait toujours l'esprit éveillé, même à 23h26. Il nota le nom du procureur avec la mention Hervé tôt demain et vérifia s'il n'y avait pas d'autres messages. O'Leary, qu'il avait envoyé fouiller au condo de Maître Bond, se faisait discret. S'il avait trouvé quelque chose, il se serait déjà manifesté. Jérôme consulta enfin son téléphone. Sa mère avait laissé 2 nouveaux messages portant la mention urgent. Il en écoutait un au hasard. Jérôme, c'est Florent. Dans le message précédent, je t'ai dit que j'allais faire des courses malgré le mauvais temps. Eh bien, je suis revenu. C'est fait, j'ai trouvé ce qu'il faut. Rappelle-moi. Florence était égale à elle-même. Elle était aussi abstraite qu'un tableau de Rauschenberg. Il écouta un autre message pour essayer de s'y retrouver. Jérôme, c'est Florent. J'en ai un brun, un noir et un marin. Personnellement, je préfère le bleu marin. Mais tu choisiras. On a 3 jours pour ramener les autres. Rappelle-moi. C'était un poème cette fois et non un tableau. Mais tout aussi insaisissable, Florence avait l'art de parler sans se faire comprendre. Dès qu'il aura un moment, il écoutera le message précédent, mais pour l'instant, il devait courir. Les voyageurs de nuit s'étaient massés sur le quai. Le métro entra en station, les portes automatiquement du wagon s'ouvrirent et il se mêla à cette foule indolente aux vêtements trempés par le pluie vers de la sorte. 2 minutes plus tard, il descendait à la station Crémazie. En haut de l'escalier mécanique de la sortie nord, Jérôme bifurqua vers la grande verrière aménagée au pied des tours d'habitation. Le jour, une ombre impressionnante de traiteurs offrait des mets venant des 4 coins du monde. Au centre, telle une place de village. Il y avait des tables, des chaises et des bancs de part disposés autour de plantes vertes synthétiques. L'endroit était désert à cette heure, ce qui lui donnait un air encore plus factice. On aurait dit un décor de cinéma. Jérôme s'installa dans un coin, posa sa sacoche, sortit son téléphone et releva l'écran de son ordinateur. Blanchet lui avait aussi envoyé le dernier bilan de santé de Brigitte Leclerc avant de rentrer chez elle. Son rythme cardiaque était stable. Elle était toujours dans le coma, mais avec un peu de chance, elle s'en sortirait bientôt. L'enquête progresserait alors. D'ici là, une question le taraudait. Pourquoi Brigitte Leclerc était-elle devenue julissante après sa sortie de prison? La neige glacée fouettait les parois vitrées de la grande serre qui l'entourait. D'heure en heure, la tempête gagnait en intensité. Lorsqu'il tomba plus de 20 centimètres de cette bouillie sur la ville, le chaos s'installait et il fallait chaque fois 3 jours pour s'en remettre. Tout pour compliquer son enquête. Il s'efforça de ne pas trop y penser et remballa ses affaires en prenant bien son temps. Corriveau avait besoin de ce petit délai pour trouver le condo et en défoncer la porte. C'était sa spécialité. Il ne voulait surtout pas empiéter sur son champ d'action. C'est en jonglant avec les pièces du puzzle qu'il emprunta le passage menant aux ascenseurs de la tour nord. Si l'appartement de la rue La Jeunesse était une énigme, le condo des terrasses Crémazie n'était rien plus qu'une institution. Il avait si peur de s'être trompé qu'il s'attarda un moment dans l'ascenseur. Puis les portes s'ouvrirent. En voyant les moquettes épaisses qui couraient dans le corridor et les tableaux accrochés sur les murs, il se ravisa. On pouvait très bien imaginer une prostituée de luxe recevant ses clients dans un endroit semblant.
Deux agents montaient la garde devant la porte du 974. Corriveau était déjà à l'œuvre à l'intérieur. Il prit tout de même le temps de marmonner. T'avais raison. C'est ici qu'elle habitait. Enfin qu'elle habite. En un rapide coup d'œil, on concevait aisément que Brigitte alias Julie ait pu habiter là. Il y avait quelque chose de douillet et de clandestin dans ce condo. Un parfum d'érotisme flottait dans l'air. Jérôme arpenta la pièce principale, un salon meublé avec goût, qui donnait sur une chambre à coucher dont le plafond était couvert de miroirs. Le lit aux oreillers de plumes et aux draps de satin blanc était défait. Dans le placard laissant ouvertes des robes de soie aux décolletés audacieux rivalisaient avec des cheminées tout en provoquant. La salle de bain contiguë était une invitation à la détente et à la luxure. Le bain remous ceinturé de glace et de bougies faisait face à une immense douche vitrée. Un lavabo sur pied était surmonté d'une étagère sur laquelle s'étalaient des parfums, des pots de crème, des bouteilles d'huile essentielle et 3 bâtons de rouge à lèvres. Toutes de la même teinte, un vieux rose délicat. Au-dessus du lavabo, un rangement dissimulé derrière un miroir était bourré de flacons, des médicaments pour la plus tard, que Jérôme se contenta de balayer du regard sans prendre la peine de les regarder de plus près. Corriveau se chargerait d'en faire l'inventaire. Il se dirigea vers la cuisine, tout juste un cagibi, où personne n'avait fait à manger depuis des lustres. Le vieil enquêteur s'y était installé, coincé entre la table et le réfrigérateur. Devant lui, il y avait encore des reçus de cartes de crédit et des papiers d'identité. J'aurais imaginé quelque chose de plus grand, suggéra Jérôme, pour 2 personnes. C'est un peu juste. Elles ne sont pas deux. Elles ne l'ont jamais été. Corriveau avait les choses bien en main. Il avait étalé les petits sacs en plastique sur la table et faisait un inventaire méticuleux. S'attarder plus longtemps dans cet endroit aurait été une perte de temps pour Jérôme. Pour la forme. Il continua de faire le tour du propriétaire, les mains croisées derrière le dos. Il s'arrêta devant la bibliothèque du salon, où une douzaine de livres à peine meublaient les rayons. L'un d'eux, un bouquin de Françoise Dolto, était plus défraîchi que les autres. Il semblait avoir été lu plus d'une fois. Les pages étaient froissées et la couverture déchirée. Dis-moi, Elron, c'est vraiment avec ce reçu de pizza que tu as trouvé cet appartement et tu ne savais déjà, ou tu savais qu'il existait. Corriveau n'en revenait toujours pas. Ayant retrouvé sa superbe, Jérôme se garda bien de lui répondre. Le rouge à lèvres dans la salle de bain, c'est celui qu'elle portait ce matin au palais de justice. Il n'allait tout de même pas lui dire qu'il avait improvisé. Au pire encore, il avait simplement eu une chance incroyable en tombant sur ce reçu. Corriveau abandonna ses papiers pour venir jeter un coup d'œil dans la salle de bain. Il faudrait savoir à qui appartient ce condo, à quel nom il est. Je veux le savoir, grogna le vieil enquêteur visiblement agacé, même si je dois y passer la nuit. Jérôme hocha la tête. C'était ce qu'il voulait entendre. Alors je te laisse. Et tu nous racontes tout ça demain matin. Il effectua une manœuvre de retrait parce qu'il avait sommeil, mais n'était plus capable d'aligner 2 idées sans se mettre à doute. Il avait beaucoup de chance jusqu'à là. Sa visite à la sécurité du palais de justice avait été payante et le reçu de pizza avec cette adresse encore plus. Les aubaines comme ça, on n'en a pas 3 dans une journée. Ce n'était plus la peine d'insister. Non, mais dis-moi, Elron, comment t'as su qu'il existait ce courrier? Comment tu nous as amenés ici? Jérôme se cantonna dans le silence. S'il avait dit la vérité, il aurait baissé dans l'estime de Corriveau alors qu'il venait tout juste de s'y hisser. Il ronchonna plutôt. J'aimerais bien que tu m'appelles par mon nom parfois. D'accord, Marceau. Redressant les chines, Jérôme referma la porte du 974 de la tour nord des terrasses crémazie en songeant qu'il venait de marquer un point. Il était près de 2 heures lorsque Jérôme rentra chez lui. Il avait fait un bilan à la sauvette dans l'ascenseur, avec un peu de chance. Corriveau trouverait une piste ou deux dans le condo des terrasses crémazie. En recoupant avec ce que leur apprendrait Brigitte à son réveil, advenant qu'elle extirpe du coma, il aurait des réponses à donner à la juge Évelyne Lebel avant qu'on enterre son mari.
Une question continuant de le tracasser. Pourquoi lui avait-on confié cette enquête au juge? Un juge était mort, comme le lui avait dit Linda. Il s'était entendu pour qu'il s'occupe de l'affaire, mais qui au juste étaient ces personnes qu'on nous a nommées? Et pourquoi était lui qu'on avait poussé devant les caméras? Perplexe, Jérôme déposa les armes, son ordinateur et son portable, avant de se diriger vers la salle de bain pour se doucher. Mais il se ravisa. Déjà à moitié endormi, il ne voulait pas risquer de se réveiller. Le lendemain, il n'aurait qu'à se lever un peu plus tôt pour faire sa toilette. Alors qu'il filait vers son lit, il pensa au téléphone qu'il n'avait pas remis en charge, et bien sûr au message de Florent, ceux qu'il n'avait pas écoutés. Rebroussant chemin, il fit amende honorable. Le tout premier de ces messages disait: Bonjour Jérôme, je t'ai vu à la télé. Il faut faire quelque chose à propos de ce veston. Léa rit. Comme les magasins sont ouverts ce soir, je pourrais prendre le métro et te rejoindre à la butte. Rappelle-moi. C'était donc ça. Sa mère avait décidé de l'habiller. Elle le confirmait, d'ailleurs, dans son mot suivant. Jérôme, toujours moi. Je sors te chercher quelques vestons, rappelle-moi. Malgré ce temps de chien, elle était venue en ville et lui avait acheté 3 vestons. Il sauta les 2 messages écoutés sous la verrière des terrasses crémazie et qui lui avait appris qu'il y en avait un noir, un brun et un marron. Celui qu'elle semblait préférer. Puis elle écouta le dernier qui était ni plus ou moins qu'une sommation. Elle exigeait qu'il passe chez elle le lendemain pour une séance d'essai. Jérôme fit la moue en se glissant sous les couvertures. Une confusion monumentale régnait dans son cerveau. Un magma d'informations enchevêtrées qui risquait de lui ravir sa nuit, si ce n'y pas le feu. Son esprit en cavale s'arrêta plutôt sur un détail, le plus banal de tout approprié, qui se répéta comme un mantra afin de ne pas l'oublier. Alors que Blanchet était au bord des larmes, elle lui avait dit que Brigitte Leclerc, dont on savait si peu de choses, avait fait une demande de pardon à la Cour. Cette requête refusée 2 fois ne ferait pas forcément avancer l'enquête, mais cherchant à ne pas oublier l'aiderait à s'endormir. Les choses inutiles sont souvent comme ça. Elles vous lassent et finissent par vous endormir. Il allait enfin y parvenir lorsque la sonnerie du téléphone le fit sursauter. Il se releva pour aller répondre. Marceau, Elron, c'est moi, Linda. La voix de l'enquêteur-chef était toujours aussi abîmée. Elle ne manifestait aucune gêne de l'appeler à pareille heure. Sans s'empêtrer d'excuses, elle lui dit: Je t'appelle entre 2 traitements. Il fait un temps magnifique ici. Jérôme se massa le visage en devinant la suite. Le ton devint expéditif. Est-ce que tu as parlé à la juge Lebel? Entre un massage shiatsu et un bain de boue, Linda venait aux nouvelles. Mais Evelyne Lebel n'était qu'une entrée en matière. Elle voulait surtout savoir comment progressait l'enquête. Il hésita un peu trop avant de répondre. Elle s'impatienta. Elron, t'es encore là. Ce sobriquet dont l'affubla Linda le tira brusquement de sa torpeur. Même Corriveau m'appelle par mon nom maintenant. Il y eut un silence à l'autre bout du fil, un très long silence. Il y a eu, à son tour, envie de dire: T'es encore là. Pardon, nous allons bientôt savoir ce qui s'est passé dans cette salle d'audience enchâssée. Ce n'est pas évident, mais on va y arriver. Je suis ravie de l'entendre. Linda s'éclaircit la voix, prit une grande respiration et l'informa d'un certain nombre de choses qu'il devait savoir. D'abord, le juge assassiné aurait droit à des obsèques en grand pompe. Si Adrien Rochette ne siégeait qu'à la Cour provinciale, Evelyne Lebel, sa femme, officiait à la Cour supérieure du Québec, et le frère de celle-ci, Louis E. Lebel, était juge à la Cour suprême du Canada. C'était donc la magistrature avec un grand M, qui venait de perdre un des siens, même s'il s'agissait de son plus petit dénominateur commun. L'affaire faisait déjà grand bruit dans les médias. Bien sûr, on en voudrait, on exigerait de savoir ce qui s'était passé avant l'enterrement qui aura lieu le vendredi suivant. Malgré le cyclone qui nous tombe dessus, ce n'est pas un cyclone, elle. Les dernières syllabes de son sobriquet ne traversèrent jamais le Pacifique. Linda, après un court silence,
envers des considérations personnelles. Le pouvoir dans toute sa splendeur et toutes ses allégeances jouerait du coude lors de cette cérémonie. L'arbre de crocodile à la clé, chacun se recueillait sur la dépouille d'un petit juge sans envergure dont l'unique talent avait été de faire un mariage d'intérêt. Il livrait ce bon emprunt d'ironie en toussant et en râlant comme si elle cherchait à masquer le sarcasme qu'il y avait derrière ses mots. En d'autres circonstances, elle n'aurait pas eu ce scrupule. Jérôme était désormais bien réveillé. Ce portrait d'Harry Rochette avait achevé de lui ouvrir les yeux. Réfléchissait-elle à voix haute sur son propre mariage? En dénonçait-elle la mascarade qui entourait, à n'en pas douter, l'enterrement du juge? Était-ce une mise en garde ou simplement une raillerie comme elle en faisait sur tout et sur rien? À son tour, il s'éclaircit la voix. Mais pourquoi m'a-t-on confié cette enquête à moi? Parce que je l'ai demandé. Tous les autres étaient d'accord, je te l'ai dit. Quel autre? Lança-t-il inquiet. De qui parles-tu? Toujours aussi parano, mon grand. Du coup, elle se mit à tousser en pestant contre l'air vicié qui empoisonnait l'atmosphère des avions. Se gardant bien de répondre à sa question, elle chercha à l'amadouer en lui lançant des fleurs. Tu es meilleur dans ce genre de truc, Marceau. Et on veut savoir ce qui s'est passé dans cette salle d'audience, ce qui a poussé la petite à tirer ainsi sur tout le monde. Il doit bien y avoir une raison. Tu as jusqu'à vendredi 10 heures pour trouver. Au silence au bout du fil, Jérôme connaissait trop bien la patrouille. S'il ne trouvait pas quelque chose à dire, quelque chose d'intelligent malgré elle, elle raccrocherait en faisant une entourloupette du genre « Tu me reviens là-dessus, d'accord ?» Mais elle l'avait tout de même appelé Marceau. C'était une nette amélioration. Alors ce voyage de noces, ça se passe bien. Pour toute réponse, elle continua de tousser. En début de conversation, Jérôme l'avait imaginé sur une plage, un portable visé à l'oreille. Mais il y avait de l'écho lorsqu'elle crayonnait. On aurait dit qu'elle était sur le bord d'une piscine intérieure ou même au milieu d'une grande pièce vide. Je t'ai dit, n'est-ce pas? J'ai attrapé une vilaine grippe. Jérôme ne croyait pas ni à Dieu ni à diable. En fait, il ne croyait en rien et surtout pas en quelqu'un qui lui mentait. Plus cette conversation se prolongeait, plus il doutait de la bonne foi de l'enquêteur. Même son mariage lui paraissait louche. Elle avait aussi des réserves quant au séjour dans les îles de l'Asie du Sud-Est. Pour tout dire, il se demandait si c'était vraiment Linda qui était au bout du fil. Alors tu me reviens là-dessus, fit-elle en raccrochant. Sa méfiance se dissipa aussitôt. C'était un de ses classiques. Tu me reviens là-dessus. Il n'y aurait plus personne au bout du fil pendant quelques minutes. Jérôme se repassa le ruban de la conversation. Son cerveau qu'il avait cherché à mettre en état de sommeil juste avant l'appel était à présent en ébullition. Il s'imaginait souvent le pire, mais avec Linda, ce n'était jamais le pire qui survenait. C'était l'imprévu. Ce cours en accéléré sur la magistrature, par exemple, avait affaire à un juge de la Cour provinciale, marié à un juge de la Cour supérieure du Québec, qui elle-même était apparentée à un magistrat de la Cour suprême du Canada. Pourquoi l'avait-elle mis en garde? Parce que c'était toujours ainsi dans ce foutu pays. Lorsqu'on parlait du Canada, immanquablement, le Québec s'inquiétait, et vice-versa. À croire que le moindre rapprochement entre les deux provoquait une grossesse nerveuse chez l'un et l'autre. Jérôme détestait la politique. Son propre dédoublement de personnalité lui suffisait largement. Comme plusieurs, il la subissait. Si Linda lui avait parlé de la veuve officiant à la Cour supérieure et du beau-frère siégeant à la Cour suprême, c'est que l'éternelle querelle planait aussi sur cette affaire. La patronne avait tort de dire qu'il était paranoïaque. Il était plutôt schizophrène, comme tout le monde. C'était le mal national. Jérôme erra un long moment dans son appartement en se demandant où atterrir. Sur le divan de la chambre d'amis, qui n'avait jamais accueilli d'amis, ou dans son lit où il avait déjà l'impression d'avoir passé la nuit. Il ne croyait plus en rien, même pas en Linda.
Pourquoi lui avait-elle répété que les autres étaient d'accord pour qu'il mène l'enquête sans lui dire qui étaient ces autres? Il sait tout qui n'en finissait plus. À l'entendre râler, elle avait plutôt l'air d'une femme au bout du rouleau. Un flic au bord du brûlant. L'enquêteur-chef avait trimé dur pour faire sa place aux homicides. Comme lui, il avait dû se mesurer à Aurélie et à Corriveau pour arriver à s'imposer. Son armure était cabossée, ses poumons sifflaient et elle devait se soigner avant de revenir. Voilà ce qu'elle faisait là-bas, à l'autre bout du monde. Son mariage, si discret, n'en était pas un. À son voyage de noces n'était qu'un écran de fumée. En vérité, elle était fatiguée, épuisée. Jérôme continua de torturer ainsi pendant une bonne demi-heure. En regagnant sa chambre, il dormait déjà. Il dormait debout.